La veille de Noël, mes parents ont exigé que je cuisine pour tout le monde. Quand j'ai dit non, ma sœur a frappé la table si fort, que mon verre de vin est tombé. Je suis sorti, j'ai chargé ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à un chalet. Ils ont trouvé ma maison vide. Ils ont commencé à m'appeler sans arrêt. Le verre de vin s'est brisé sur le parquet impeccable de ma mère. Le liquide rouge se répandait sur les lattes, comme du sang versé. La main de ma sœur Rachel était toujours plaquée à plat contre la table de la salle à manger, son visage empourpré d'indignation. Le bruit du cristal brisé avait complètement réduit la pièce au silence. « Tu es égoïste », siffla Rachel entre ses dents serrées. « Maman et papa t'ont demandé de faire une chose. Une simple chose. » J'ai fixé le vin qui s'étalait près de mes pieds, le regardant s'infiltrer dans les joints que maman avait passé des heures à frotter la semaine dernière. La demande n'avait pas été simple du tout. Il m'avait demandé de préparer le dîner de Noël pour 18 personnes. Pas d'aider pour le dîner, pas d'apporter un plat, mais de cuisiner le repas entier, à partir de zéro, pendant que tout le monde se détendrait et profiterait des vacances. J'ai dit non. Ma voix est sortie plus assurée que je ne le ressentais. J'ai pris 3 jours de congé pour être ici. Je ne vais pas les passer dans la cuisine. Papa s'est raclé la gorge depuis le bout de la table. Calista, ta mère a tant fait pour cette famille au fil des années. Elle mérite une pause. Alors Rachel peut cuisiner, ai-je répondu en attrapant mon sac à main sur la chaise. Ou toi. Ou nous pouvons commander un traiteur, comme je l'ai suggéré il y a 3 semaines. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, comme sur commande. Elle avait perfectionné cette expression blessée au fil de 34 années de maternité, maniant la culpabilité comme un maître escrimeur. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille nous abandonnerait à Noël. C'est la veille de Noël, maman, et je n'abandonne personne. Je refuse simplement d'être votre personnel de cuisine non rémunéré. Rachel s'est levée, bloquant mon chemin vers la porte d'entrée. Où crois-tu aller? Chez moi. Tu es arrivé il y a seulement 2 heures. Et en ces 2 heures, on m'a demandé de préparer le dîner pour demain, de préparer le petit déjeuner pour 18 personnes, de faire 3 desserts différents parce que l'oncle Howard est diabétique et la tante Diane sans gluten, et, je ne sais comment. De nettoyer aussi à fond la salle de bain des invités. Je l'ai contourné. J'en ai fini. Calista Marie Thompson, si tu franchis cette porte, ne reviens pas. La voix de papa a résonné à travers la maison. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. Pendant un instant, j'ai envisagé de m'excuser, d'aplanir les choses comme je l'avais toujours fait. 34 ans à être la pacificatrice, celle qui est flexible, la fille qui ne posait jamais de problème. Rachel avait le droit d'être dramatique. Rachel avait le droit d'avoir des limites. Mais moi, j'étais supposé accommoder les besoins de tout le monde, indéfiniment. Joyeux Noël, ai-je dit doucement, avant de sortir dans la nuit froide de décembre. Le trajet de retour vers ma maison a pris 40 minutes. Mes mains tremblaient sur le volant, alors que l'adrénaline parcourait mon système. Je ne leur avais jamais tenu tête comme ça auparavant. Chaque fois qu'ils m'avaient demandé de sacrifier mon temps, mon énergie, mes projets, je l'avais fait avec le sourire. Quand Rachel s'est mariée, j'avais planifié toute sa fête prénuptiale, tout en travaillant 60 heures par semaine au cabinet comptable. Quand papa a eu sa chirurgie de la hanche, j'avais pris 2 semaines de congé sans solde pour m'occuper de lui, tandis que Rachel prétendait qu'elle était trop émotive pour gérer les trucs médicaux. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne rentre dans mon allée. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. Je l'ai mis sous silence, et je me suis garé dans le garage. À l'intérieur de ma petite maison, tout était exactement comme je l'avais laissé. Propre, calme, à moi. J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans, un modeste bungalow de 2 chambres avec une cour juste assez grande pour un jardin. Mes parents l'avaient qualifié de mignon, de cette façon dédaigneuse qui signifiait en réalité inadéquat. La maison coloniale de 4 chambres de Rachel était bien plus impressionnante, apparemment. Le téléphone a sonné à nouveau. Rachel cette fois, puis papa, puis maman encore. Je me suis versé un verre de vin frais, et je me suis assise sur mon canapé, fixant le sapin de Noël que j'avais décoré toute seule le week-end dernier. Les lumières blanches scintillaient paisiblement. Pas de demande, pas d'attente, personne pour me traiter comme une domestique. Mon téléphone a vibré avec des textos.
Maman, s'il te plaît, reviens. On peut en parler. Rachel, tu es incroyablement immature en ce moment. Papa, ta mère pleure. J'espère que tu es contente. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans mon sac à main, prenant note mentalement de l'éteindre complètement une fois que je serai sur la route. L'idée m'est venue vers minuit. Je faisais défiler des pages sur mon ordinateur portable, incapable de dormir, quand j'ai trouvé l'annonce. Un chalet dans les Adirondacks, disponible pour une location d'une semaine à partir du jour de Noël. 3 heures au nord, au fond des bois, sans réseau cellulaire et avec un Wi-Fi capricieux. La photo montrait un intérieur douillet avec une cheminée en pierre, une cuisine entièrement équipée, et des fenêtres donnant sur un lac gelé. Je l'ai réservé immédiatement. À 3 heures du matin, j'avais un plan. À 6 heures, mes bagages étaient faits, 2 valises de vêtements, un carton de livres que je comptais lire, mon ordinateur portable, et assez de provisions pour une semaine de solitude paisible. J'ai tout chargé dans ma Honda Civic, alors que le soleil commençait à se lever le matin de Noël. J'ai laissé les lumières du sapin de Noël allumées, et j'ai réglé mes lampes intérieures sur des minuteurs. De l'extérieur, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un à la maison. Puis j'ai verrouillé, j'ai reculé hors de l'allée, et j'ai pris la direction du nord. L'autoroute était presque vide. La plupart des gens étaient chez eux, avec leur famille, à échanger des cadeaux et à boire du lait de poule. J'ai ressenti un pincement au cœur. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la tristesse, mais je l'ai refoulé. C'était mon choix, mon Noël, ma vie. Le chalet était exactement ce dont j'avais besoin, isolé, silencieux. Le propriétaire avait laissé le chauffage allumé et le réfrigérateur rempli de produits de base, lait, œufs, beurre, pain. Un mot sur le comptoir expliquait qu'il avait déneigé l'allée et pelleté le chemin ce matin-là, et que si plus de neige tombait, il y avait une pelle dans la remise à l'arrière. J'ai passé le jour de Noël à lire près de la cheminée, me préparant un dîner simple de pâtes avec de la sauce marinara en bocal, et allant au lit à 21h sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Le silence était étrange au début. J'étais tellement habitué au bruit constant, au téléphone qui sonne, aux alertes de texto, aux voix de ma famille faisant des requêtes et des demandes. Ici, les seuls sons étaient le crépitement du feu, et le vent sifflant à travers les pins à l'extérieur. Je me suis surprise à écouter ma propre respiration, mes propres pensées, sans l'interruption constante des besoins des autres pour les noyer. Le soir de Noël, je me suis emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements, et j'ai marché jusqu'au bord du lac. La surface gelée s'étendait devant moi comme une toile vierge, lisse et intacte. Debout là, dans l'obscurité froide, j'ai pensé à tous les Noëls qui avaient précédé celui-ci. Chaque année, sans exception, j'avais passé les fêtes à m'occuper de tout le monde. Même enfant, j'avais été celle qui aide. Mettre la table pendant que Rachel jouait avec ses nouveaux jouets, débarrasser la vaisselle pendant que Rachel regardait la télévision avec nos cousins. Le schéma avait été établi si tôt, que je ne pouvais pas me souvenir d'un temps avant cela. Calista va le faire. Ça ne dérange pas Calista. Sera que la gorge Calista est si douée pour organiser, cuisiner, planifier, sacrifier. Personne ne s'était jamais arrêté pour demander si Calista voulait faire l'une de ces choses. Il supposait juste, et je l'ai laissé supposer, année après année, après année. Un souvenir a refait surface, de quand j'avais 16 ans. Rachel en avait 13, traversant ce que maman appelait une phase difficile. Elle avait été invitée à une fête le soir de Noël, un rassemblement avec ses amis auquel elle voulait désespérément assister. Maman et papa avaient dit non initialement. Le temps en famille était sacré à Noël. Mais Rachel avait pleuré, supplié, et finalement piqué une colère spectaculaire, impliquant des claquements de porte et des déclarations dramatiques selon lesquelles elle nous détestait tous. J'étais dans la cuisine, aidant naturellement maman à préparer le dessert pour le lendemain. J'avais regardé, à travers l'encadrement de la porte, la performance de Rachel se dérouler. Et puis, parce que je ne pouvais pas supporter la tension, ne pouvais pas supporter la vue du visage déçu de maman, j'avais proposé une solution. Et si je restais à la maison avec grand-mère et grand-père ? Avais-je suggéré. Comme ça, toi et papa pourriez emmener Rachel à sa fête pour 1 heure. De cette façon, tout le monde a ce qu'il veut. Maman avait semblé si soulagée. Papa m'avait tapoté l'épaule, me qualifiant de mature et compréhensive. Rachel avait pu aller à sa fête, et j'avais passé la soirée de Noël à jouer aux cartes avec mes grands-parents âgés,
qui s'était endormie vers 20h30, me laissant seul dans la maison. À emballer les cadeaux que j'avais achetés pour tous les autres avec l'argent de mon job à temps partiel à l'épicerie. C'était il y a 18 ans. 18 ans de la même dynamique se jouant sous différentes variations. Les besoins de Rachel passaient en premier, parce que Rachel exigeait qu'ils passent en premier. Mes besoins étaient négociables, parce que je ne m'étais jamais battu pour eux. Debout près de ce lac gelé, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement de la colère, bien qu'il y en ait eu un peu. Plutôt comme une porte se fermant sur une ancienne version de moi-même, et une autre s'ouvrant sur des possibilités que je n'avais jamais envisagées. À quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais d'être l'amortisseur de la famille? Si je laissais les problèmes de Rachel être les problèmes de Rachel? Si je laissais mes parents faire face aux conséquences naturelles de leur favoritisme, au lieu de tout aplanir pour maintenir la paix? Les questions semblaient dangereuses et exaltantes à la fois. De retour à l'intérieur du chalet, je me suis fait du thé chaud et je me suis assise près du feu avec l'un des livres. J'avais apporté un thriller sur une femme qui avait simulé sa propre mort pour échapper à sa vie. L'intrigue semblait un peu extrême comparée à ma situation, mais je comprenais le fantasme. Parfois, disparaître semblait être la seule façon d'être vraiment vu. Pendant ce temps, à la maison, mon téléphone reposait dans la boîte à gants de ma voiture, dans mon garage verrouillé, éteint et accumulant des messages que je ne verrais pas avant des jours. Je ne le savais pas encore, mais ma famille était en train de perdre la tête. Rachel s'est présentée chez moi vers midi le jour de Noël. Elle a amené son mari Mike et leurs 2 enfants, pensant probablement que la vue de ses enfants me ferait céder par culpabilité. Elle a frappé pendant 10 minutes avant de regarder à travers les fenêtres de devant. Les lumières étaient allumées. Ma voiture était dans le garage, visible par la petite fenêtre de la porte de garage. Elle a appelé mon téléphone 63 fois ce jour-là, chaque appel tombant directement sur la messagerie vocale, le message générique qui se déclenche quand un téléphone est éteint. Maman et papa sont arrivés vers 15h, assez inquiets pour utiliser la clé d'urgence que je leur avais donnée il y a des années. Ils ont trouvé une maison vide, avec un sapin de Noël allumé et aucun signe de désordre. Pas de mots, pas d'indication d'où j'étais allé. Ils ont vérifié le garage et ont vu ma Honda toujours garée à l'intérieur, ce qui n'a fait qu'augmenter leur panique. Étais-je parti avec quelqu'un d'autre? Avais-je appelé un VTC? Mon téléphone tombait directement sur la messagerie à chaque fois qu'ils appelaient. À la tombée de la nuit, ils s'étaient convaincus que quelque chose de terrible m'était arrivé. La voiture dans le garage suggérait que je n'étais pas parti volontairement. Le téléphone éteint suggérait quelque chose de sinistre. Il construisait un récit de tragédie, plutôt que d'envisager l'explication plus simple, j'avais choisi de partir. Rachel a déposé un signalement de disparition le 26 décembre. La police a pris sa déposition, a noté que j'étais une adulte sans antécédent de problèmes de santé mentale ou d'idées suicidaires, et lui a dit d'attendre 48 heures. Les adultes ont le droit de se couper du monde s'ils le souhaitent, a expliqué l'officier patiemment. Mais elle a juste disparu, a insisté Rachel. Ses lumières sont allumées, mais elle n'est pas là. L'officier est resté ferme. A-t-elle répondu à des messages? Son téléphone est éteint. A-t-elle des antécédents de ce genre de comportement? Non. Mais madame, votre sœur est une adulte. À moins que vous n'ayez des preuves d'un acte criminel, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Rachel a quitté le poste de police furieuse. Comment osais-je les inquiéter comme ça? Comment osais-je gâcher Noël en disparaissant sans un mot? Elle a appelé Mike depuis le parking, déchargeant sa frustration. Ils m'ont essentiellement dit d'attendre et de voir si elle réapparaît, comme une sorte d'animal perdu. Calista pourrait être blessée quelque part, et il s'en fiche. La réponse de Mike fut plus calme qu'elle ne l'avait prévu. Penses-tu vraiment qu'elle est blessée, ou penses-tu qu'elle est partie à cause de ce qui s'est passé chez tes parents? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Rachel, tu as frappé la table si fort que son verre s'est brisé. Tes parents se sont ligués contre elle à propos de la cuisine. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'espace. Alors, elle nous fait tous paniquer? C'est sa solution? C'est tellement typique de Calista, de toujours tout ramener à elle. Mike est resté silencieux à l'autre bout de la ligne. Après une longue pause, il a dit quelque chose que Rachel allait ressasser dans son esprit pendant des jours. Chérie, en 15 ans que je connais ta sœur, je ne l'ai jamais vue, pas une seule fois, tout ramener à elle. Pas une seule fois.
Rachel a mis fin à l'appel peu après ça, refusant d'examiner ce que son mari suggérait. C'était plus facile d'être en colère que de considérer que peut-être, juste peut-être, elle avait poussé sa sœur trop loin. De retour à la maison de mes parents, maman parcourait mes albums photos d'enfance, comme si les images pouvaient offrir un indice sur l'endroit où j'étais allé. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, la télécommande à la main, mais ne regardant pas vraiment la télévision. La maison semblait fausse sans le chaos habituel des fêtes, sans moi pour faciliter, aplanir et gérer les attentes de tout le monde. Elle reviendra, a dit papa, bien qu'il ait l'air d'essayer de se convaincre lui-même. Calista revient toujours. Maman a levé les yeux d'une photo de moi à 5 ans, avec les dents du bonheur et souriante, dans une robe de Noël qu'elle avait cousue elle-même. Et si elle ne revenait pas cette fois? Et si on l'avait repoussée pour de bon? Ne sois pas dramatique, Suzanne, a répondu papa. Elle est probablement dans un hôtel quelque part, en train de bouder. Elle réalisera qu'elle a surréagi et rentrera à la maison. Mais maman n'était pas convaincue. Elle continuait de penser à l'expression sur mon visage quand j'étais sorti. Pas exactement en colère, mais résolue, comme si j'avais pris une décision qui mûrissait depuis longtemps. Cela l'effrayait plus que la colère ne l'aurait fait. Je restais béatement inconsciente dans mon chalet, avançant dans une pile de romans et faisant de longues promenades autour du lac gelé. L'air froid brûlait mes poumons d'une bonne façon, nette et propre. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le matin du 27 décembre, je me suis réveillé naturellement vers 8 heures. Pas d'alarme pour me tirer du sommeil en sursaut. Pas d'obligation immédiate me tirant du lit. Je suis resté allongé là un moment, regardant les grains de poussière flotter dans la lumière du soleil d'hiver, qui entrait par la fenêtre de la chambre. Ça, ai-je pensé, c'est à ça que ressemble la paix. Je me suis fait un petit déjeuner que je n'aurais jamais pris la peine de faire à la maison, œufs brouillés au fromage, toast avec du vrai beurre, café frais. J'ai mangé lentement à la petite table de la cuisine, regardant le paysage enneigé, ne pensant à absolument rien d'important. Pas de liste mentale de tâches. Pas d'inquiétude sur qui avait besoin de quoi de ma part. Juste le petit déjeuner, le calme, et le luxe profond de ma propre compagnie. Après avoir fait la vaisselle, une tâche facile quand on cuisine pour une personne, j'ai décidé d'explorer plus en profondeur les environs du chalet. Tom avait mentionné un sentier de randonnée qui menait à un point de vue panoramique, à environ 3 km en haut de la montagne. Le chemin était marqué par des balises bleues sur les arbres, facile à suivre, même avec la neige au sol. Je me suis emmitouflé, j'ai attrapé le bâton de marche que j'avais trouvé près de la porte du chalet, et je suis parti. La forêt était incroyablement silencieuse, ce calme particulier qui accompagne la neige fraîche. Mes bottes craquaient à chaque pas, le seul son brisant le silence. À environ mi-chemin, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, et j'ai regardé en arrière, vers le chemin que j'avais parcouru. Mes empreintes traçaient un chemin clair à travers le blanc, preuve de mon voyage, des marques que j'avais faites complètement seul. Quelque chose dans cette image m'a frappé profondément. Pendant si longtemps, chaque chemin que j'avais pris avait été déterminé par les besoins ou les attentes de quelqu'un d'autre. Va dans cette université parce que c'est près de la maison et que maman s'inquiétera moins. Prends ce travail parce qu'il est stable et que papa sera fier. Passe tes jours de vacances à aider Rachel à déménager parce qu'elle a besoin de toi. Mais ici, sur cette montagne, le chemin était le mien, et seulement le mien. J'avais choisi la direction. J'avais fixé le rythme. Le sentier n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Le point de vue valait la randonnée. Depuis l'affleurement rocheux, je pouvais voir à des kilomètres. Des montagnes blanches s'étendant au loin. Le lac en contrebas, ressemblant à un miroir d'argent déposé dans le paysage. Je me suis assise sur un tronc tombé, respirant fort après l'ascension, me sentant plus vivante que je ne l'avais été depuis des mois. La situation de mon téléphone à la maison avait atteint une masse critique à ce stade, bien que je ne le sache pas avant des jours. Le 27 décembre, ma famille a élargi ses recherches. Ils ont appelé mon travail, mais le bureau était fermé pour la semaine. Ils ont contacté mes amis, les quelques-uns que j'avais réussi à conserver malgré les demandes constantes de ma famille sur mon temps. Ma meilleure amie, Sarah, leur a dit qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles, mais ne semblait pas particulièrement inquiète. Calista va probablement bien, a dit Sarah. Elle a été stressée ces derniers temps. Stressée à propos de quoi? A demandé maman. À propos de vous, en fait.
Ça n'était pas bien passé. Maman lui a raccroché au nez. Ils ont conduit à travers la ville à la recherche de ma voiture, ne réalisant pas qu'elle était garée en sécurité dans mon garage tout ce temps. Ils ont vérifié les urgences des hôpitaux. Ils sont même retournés au poste de police, apportant aux policiers fatigués une photo de moi datant du Noël dernier, quand j'étais plus mince et plus pâle à force de faire des heures supplémentaires pour offrir des cadeaux de vacances à tout le monde. Elle a l'air différente maintenant, a expliqué Rachel. Elle a pris du poids et changé de coiffure. L'officier a étudié la photo. Votre sœur a 34 ans. Oui. Et elle a quitté sa maison volontairement. On pense que oui. Et il n'y a aucune preuve d'un crime. La mâchoire de Rachel s'est serrée. Non. Alors je vous suggère d'attendre qu'elle vous contacte. Elle a probablement juste besoin d'un peu d'espace. Un peu d'espace. Comme si j'étais une adolescente piquant une crise, au lieu d'une femme adulte posant enfin des limites. J'ai passé le 28 décembre à apprendre à faire un bon feu, sans utiliser une pile entière de journaux comme petit bois. Le propriétaire du chalet avait laissé des instructions détaillées, et je me suis senti absurdement fier quand j'ai obtenu une flamme stable à mon 3e essai. J'ai fait du chocolat chaud maison, et j'ai regardé la neige tomber à travers les grandes fenêtres du salon. Le processus d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais choisi purement pour ma propre satisfaction, semblait révolutionnaire. À la maison, chaque compétence que j'avais acquise avait été au service de me rendre plus utile aux autres. Cuisiner des repas élaborés pour pouvoir accueillir les dîners de famille. Apprendre un logiciel fiscal pour pouvoir gérer les finances de papa. Étudier le développement de l'enfant pour être une meilleure tante pour les enfants de Rachel. Mais faire un feu juste pour moi. La chaleur était la mienne. L'accomplissement était le mien. Personne n'en bénéficiait à part moi. Je me suis surprise à penser à toutes les choses que j'avais voulu apprendre au fil des ans, mais que je n'avais jamais priorisées. La photographie, la poterie, peut-être apprendre à jouer d'un instrument. Je m'étais toujours dit que j'étais trop occupé, ce qui était vrai, mais occupé à quoi? À des tâches que d'autres personnes m'avaient assignées. Des obligations que j'avais acceptées sans poser de questions. Et si je commençais à utiliser mon temps différemment? Et si je remplissais mes heures avec des choses que je voulais faire, au lieu de choses que j'étais censé faire? Le chocolat chaud était riche et parfait, tellement meilleur que les sachets instantanés que je faisais habituellement à la maison en me précipitant pour me préparer pour le travail. Je me suis assise avec mes pieds repliés sous moi sur le canapé, enveloppé dans une couverture épaisse, sirotant lentement et laissant mon esprit vagabonder sans culpabilité. C'était un autre luxe que j'avais oublié, le simple acte de ne rien faire. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal se racle la gorge, quelque chose que j'avais emballé sur un coup de tête, mais que je ne m'attendais pas à utiliser réellement. Je l'avais acheté il y a 3 ans, juste après avoir acheté ma maison, avec de grandes intentions de documenter ma nouvelle vie indépendante. Mais j'avais écrit peut-être 5 entrées au total. Chaque fois que je m'asseyais pour écrire, quelque chose m'interrompait. Un appel de maman, un texto de Rachel, un email du travail qui ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Maintenant, stylo en main, j'ai commencé à écrire. Pas sur l'incident de la veille de Noël, cependant. C'était évidemment une partie du problème. J'ai écrit sur des schémas que je n'avais jamais nommés auparavant. Comment j'avais appris à anticiper les besoins de ma famille avant qu'ils ne les expriment. Pas parce que j'étais naturellement intuitive, mais parce que la punition pour ne pas avoir prédit ce qu'ils voulaient était la culpabilité et la déception. Comment j'étais devenue une experte pour lire les signaux subtils, une crispation autour de la bouche de maman qui signifiait qu'elle était stressée et avait besoin d'aide. Un ton particulier dans la voix de Rachel qui signalait qu'elle était sur le point de demander quelque chose d'important. J'ai écrit sur l'épuisement qui était devenu si constant, que j'avais cessé de le reconnaître comme de l'épuisement. C'était juste devenu mon état de base. Être fatigué était normal. Rouler à vide était attendu. Prendre soin de moi était égoïste. Page après page, les mots s'écoulaient. Des souvenirs que j'avais supprimés, ou recadrés comme des moments familiaux positifs, semblaient différents sur le papier. Cette fois où j'avais annulé des vacances prévues de longue date pour aider Rachel à traverser son divorce, passant 2 semaines à gérer essentiellement son foyer pendant qu'elle traitait ses émotions. Mes amis avaient été déçus. Mon patron avait été agacé. Mais ma famille avait été si reconnaissante. À l'époque, je m'étais sentie nécessaire, importante, essentielle.
En regardant en arrière avec des yeux plus clairs, on avait profité de moi. Ou ce Noël, il y a 3 ans, quand j'avais dépensé toute ma prime de vacances en cadeau pour tout le monde, tout en repoussant le remplacement de ma voiture vieillissante. Maman avait ouvert son pull en cachemire coûteux avec tant de joie. Papa avait été ravi par les clubs de golf améliorés. Les enfants de Rachel avaient crié de joie devant leurs jouets élaborés. J'avais souri à travers tout ça, fier de ma générosité. Puis, 2 semaines plus tard, ma voiture était tombée en panne sur l'autoroute, et j'avais dû contracter un prêt pour les réparations parce que je n'avais plus rien en épargne. Quand je l'avais mentionné à mes parents, papa avait ri et dit que je devais mieux gérer mon budget. L'ironie de cette déclaration, étant donné que je venais de dépenser 800 € pour ces clubs de golf, ne m'avait pas échappé, même alors. Mais j'avais ri avec lui, parce que c'est ce que je faisais. J'aplanissais les choses. Je faisais en sorte que ma galère soit acceptable, pour qu'il n'ait pas à se sentir mal d'accepter des cadeaux coûteux de quelqu'un qui ne pouvait pas se les permettre. Tout écrire faisait mal, mais cela clarifiait aussi les choses. J'avais été complice de ma propre diminution. Ils en avaient profité, oui, mais je les avais laissés faire. Je l'avais encouragé en ne traçant jamais de ligne, en ne disant jamais assez, en ne partant jamais. Jusqu'à maintenant. Ma famille, pendant ce temps, était passée de l'inquiétude à la colère. Elle fait ça exprès, a annoncé Rachel chez mes parents, où ils s'étaient réunis pour élaborer une stratégie. Elle veut de l'attention. Calista n'a jamais voulu d'attention, a contré papa, bien qu'il ait l'air incertain. Alors pourquoi disparaîtrait-elle juste après notre dispute? Maman se tordait les mains. Peut-être que quelque chose de grave est arrivé. Peut-être que quelqu'un est entré par effraction chez elle et a fait croire qu'elle était partie. Maman, ses valises ont disparu. Ses affaires de toilette ont disparu. Elle a clairement fait ses bagages. Mais où irait-elle? C'était la question qui les hantait. Je n'avais pas de petite amie. Je voyageais rarement. J'étais la responsable, la prévisible, celle qui répondait toujours à son téléphone et se présentait toujours quand on la convoquait. Rachel a commencé à appeler mes collègues individuellement, obtenant les numéros dans l'annuaire de l'entreprise en ligne. La plupart des gens étaient hors de la ville pour les vacances, mais elle a réussi à en joindre quelques-uns. Aucun d'eux ne savait où j'étais. Mon patron, agacé d'être contacté pendant ses vacances, a dit à Rachel que j'avais semblé parfaitement bien quand j'avais quitté le bureau le 22 décembre. Elle était en fait de très bonne humeur, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle avait hâte de passer des vacances tranquilles. Rachel y a lu trop de choses. Je devais avoir planifié tout cela depuis le début. Le 29 décembre, je me suis réveillé dans un paradis hivernal. 20 cm de neige fraîche étaient tombés pendant la nuit, recouvrant le monde de blanc. J'ai passé la matinée à pelleter le chemin devant le chalet, une autre tâche que je n'avais jamais faite auparavant. Ma famille engageait des gens pour le travail manuel. Mais ici, c'était juste moi, et j'ai trouvé le travail physique satisfaisant. Mes muscles ont protesté au début, peu habitués au mouvement répétitif de soulever et jeter la neige. Mais je me suis installé dans un rythme, mon souffle formant des nuages dans l'air froid, la sueur se formant malgré la température. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans les résultats immédiats et visibles de mon effort, un chemin clair derrière moi, la neige empilée proprement sur les côtés, un progrès tangible que je pouvais voir et mesurer. J'ai pensé à quel point c'était différent de mon travail habituel, tant au bureau que pour ma famille. La comptabilité était abstraite, des chiffres sur des écrans, de l'argent théorique se déplaçant dans des comptes théoriques. Et mon travail familial n'était jamais fini. Il y avait toujours plus de tâches apparaissant dès que j'en complétais une, un tapis roulant sans fin de besoin. Mais ce chemin restait pelleté. Le travail avait un début, un milieu et une fin claire. La satisfaction de l'achèvement était réelle, et à moi de la garder. Je construisais un bonhomme de neige dans la cour quand un camion a grondé sur le chemin d'accès. Mon cœur a bondi, une panique irrationnelle m'envahissant. M'avait-il trouvé? Mais c'était juste le propriétaire, un homme dans la soixantaine nommé Tom, vérifiant que ses tuyaux n'avaient pas gelé. Tout va bien ici? A-t-il demandé, observant mon bonhomme de neige bancal avec amusement. Mieux que bien, ai-je répondu honnêtement. Cet endroit est parfait. Vous êtes ma première location solo en hiver, a-t-il dit. La plupart des gens veulent venir ici en famille. J'ai souri. La famille est surcotée,
parfois. Il a ri. Amen à ça. Mes enfants voulaient que je passe Noël chez eux dans le Jersey. Je leur ai dit que je préférais manger une pizza surgelée seule dans ma grange. Nous avons parlé un moment de rien d'important, la météo, le lac, la faune locale. C'était la première vraie conversation que j'avais eue depuis des jours, et j'ai réalisé que parler aux gens ne m'avait pas manqué autant que je l'avais prévu. Tom m'a parlé des meilleurs endroits pour la photographie d'hiver. Il a indiqué où les chemins de serre croisaient près du chalet. Il a mentionné que l'épicerie générale à 8 km sur la route faisait d'excellentes tartes. Vous semblez différente de la plupart des gens qui viennent ici, a observé Tom alors qu'il s'apprêtait à partir. Plus calme, comme si vous saviez exactement pourquoi vous êtes là. C'est le cas, ai-je dit. Je me souviens de ce que ça fait d'être juste moi-même. Il a hoché la tête comme s'il comprenait complètement. Ça vaut bien un voyage dans les bois. La plupart des gens oublient qui ils sont sous tout ce bruit. Bravo à vous d'avoir retrouvé votre chemin. Après le départ de Tom, je me suis senti contente de ma solitude à nouveau, mais aussi reconnaissante pour la brève connexion humaine. Il m'est venu à l'esprit que je m'étais senti plus vu dans une conversation de 20 minutes avec un quasi-étranger, que je ne l'étais souvent en des heures avec ma famille. Tom avait posé des questions et écouté les réponses. Il avait été sincèrement intéressé par mon point de vue. Ma famille ne posait des questions que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, une information qui les aiderait à comprendre comment obtenir ce qu'ils voulaient de moi. La différence était subtile, mais profonde. J'ai passé le reste de l'après-midi à finir mon bonhomme de neige, lui donnant des bras en bâton et un nez en carotte venant de la cuisine. Il avait l'air ridicule et merveilleux. Cette création imparfaite faite purement pour mon propre amusement. Personne ne le verrait à part moi. Personne ne jugerait mon savoir-faire. Il existait simplement parce que j'avais voulu le construire. En reculant pour admirer mon travail, j'ai pris note mentalement de me souvenir de ce moment de joie pure et simple. Plus tard, quand je rentrerai chez moi, je prendrai une photo de quelque chose de similaire pour capturer ce sentiment. De retour en ville, ma mère s'était mise au lit avec des maux de tête dus au stress. Papa lui apportait du thé et lui disait que je rentrerais bientôt. Rachel avait organisé une approche plus systématique, créant un tableur des endroits où j'aurais pu aller et des gens que j'aurais pu contacter. Le tableur restait vide. Ma voisine, Madame Chen, leur a dit qu'elle m'avait vu charger ma voiture tôt le matin de Noël. Elle semblait heureuse, a dit Madame Chen, excitée presque, et elle est partie seule, se dirigeant vers le nord sur l'autoroute. Cette information a à la fois soulagé et dérouté ma famille. Au moins, j'étais parti par mes propres moyens. Mais où étais-je allé? Et pourquoi ma voiture était-elle de retour dans le garage? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais rentré à la maison vers 4 heures du matin le jour de Noël, après avoir réservé le chalet, pour récupérer des articles supplémentaires que j'avais oubliés et pour remettre ma voiture dans le garage. J'avais pris un Uber jusqu'à une agence de location de voitures qui ouvrait tôt pour les voyageurs des fêtes, loué une berline banale pour la semaine, et conduit celle-ci jusqu'au chalet à la place. Je voulais l'intimité de savoir qu'ils ne pouvaient pas suivre mon véhicule. Le 30 décembre a apporté une veille de la Saint-Sylvestre, si cela existe. Je me suis fait un dîner chic, steak et légumes rôtis, en utilisant la poêle en fonte que j'avais trouvée dans la cuisine du chalet. J'avais toujours voulu apprendre à cuire un steak correctement, mais à la maison, j'étais trop fatigué après le travail pour faire autre chose que réchauffer des plats surgelés. Ici, sans distraction et sans demande, j'ai vraiment apprécié le processus. Le steak s'est avéré parfaitement saignant. Je l'ai mangé lentement près de la cheminée, savourant chaque bouchée, faisant passer le tout avec une bouteille de vin rouge que j'avais apportée de la maison. Demain, c'était le réveillon du Nouvel An, et je le passerai seul. Cette pensée m'a fait sourire. Ma famille ne souriait pas. Le mari de Rachel, Mike, avait finalement pris la parole, suggérant que peut-être il devrait respecter ma vie privée et attendre que je les contacte. Cela lui a valu une conférence de 3 heures de la part de Rachel sur la loyauté et les obligations familiales. Elle ne peut pas juste disparaître, a crié Rachel. Nous sommes sa famille. Et peut-être que c'est exactement pour ça qu'elle est partie, a répondu Mike calmement. Rachel ne lui avait plus parlé du reste de la soirée. Le soir du réveillon du Nouvel An, j'ai marché jusqu'à l'extrémité du lac gelé, où Tom m'avait dit qu'il y avait une petite île accessible à pied en hiver. La glace était assez épaisse pour être sûre, bien que je marchais prudemment, testant chaque pas. L'île était minuscule,
juste un groupe de pain et un rocher plat, parfait pour s'asseoir. Je me suis assise là pendant 1 heure, regardant le coucher de soleil sur les montagnes, pensant à tout ce qui avait conduit à ce moment. Des années à dire oui quand je pensais non. Des années à faire passer les besoins de tous les autres avant les miens. Des années à être prise pour acquise parce que j'étais la fiable, la fidèle Calista, qui ne causait jamais de problème. L'ancienne moi serait déjà retournée chez mes parents à l'heure qu'il est, s'excusant profusément et promettant de rattraper mon absence en cuisinant un dîner de nouvel an élaboré. La nouvelle moi, celle assise sur cette île gelée, comprenait que je ne leur devais plus cette version de moi-même. Alors que minuit approchait, je suis retourné au chalet et j'ai fait du popcorn. J'ai trouvé un service de streaming qui fonctionnait réellement sur le Wi-Fi capricieux, et j'ai regardé la boule tomber à Times Square. Quand le compte à rebours a atteint 0, j'ai levé mon verre de vin vers la pièce vide. Bonne année, Calista, ai-je dit à voix haute. À la santé de te faire passer en premier. Le 1er janvier marquait une semaine depuis mon départ. J'ai décidé qu'il était temps de retourner dans le monde réel, mais à mes conditions. J'ai récupéré mon téléphone dans la boîte à gants de la voiture de location, où je l'avais gardé rangé, et je l'ai allumé pour la première fois depuis la veille de Noël. Il a fallu 5 minutes pour que toutes les notifications se chargent. 387 appels manqués, 612 textos, 89 messages vocaux. Mon téléphone a en fait gelé sous le volume pur des données. J'ai fait défiler les messages, ne les lisant pas attentivement, obtenant juste une idée de la chronologie. Inquiétude le jour de Noël, panique le 26, colère le 27, culpabilisation le 28, plus de colère mêlée à de l'inquiétude les 29, 30 et 31. Les messages d'aujourd'hui, juste une poignée pour l'instant, avaient un ton différent. Résigné, presque froid. Le texto le plus récent de Rachel, envoyé à 8 heures, j'espère que quoi que tu fasses, ça vaut la peine de détruire cette famille. J'ai presque ri. Détruire la famille? J'avais pris une semaine de congé. Je m'étais retiré d'une dynamique toxique. Si cela les détruisait, c'est qu'ils avaient été construits sur des fondations bien fragiles pour commencer. J'ai rédigé un unique message, et je l'ai envoyé dans le groupe de discussion familiale. Je vais bien. J'avais besoin de temps loin de tout. Je serai à la maison demain. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur les limites et les attentes. Je vous aime tous, mais les choses vont changer. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a commencé à vibrer continuellement avec des appels entrants et des textos. Je l'ai éteint à nouveau, et j'ai passé ma dernière journée au chalet dans la paix. Le trajet de retour le 2 janvier a semblé différent de ce qu'avait été l'aller. Je ne fuyais pas cette fois. Je revenais avec clarté et détermination. Quoi qu'il arrive ensuite, je le gérerai depuis une position de force, plutôt que d'épuisement. J'ai rendu la voiture de location d'abord, puis j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée, bien que quelqu'un ait déneigé mon allée, probablement mes parents essayant de faire quelque chose d'utile tout en étant furieux contre moi. Je me suis garé dans le garage, j'ai déchargé ma voiture, et je suis entré. La réunion a eu lieu le 3 janvier dans un lieu neutre, une salle privée dans un restaurant local. J'avais insisté pour un espace public. Je ne faisais pas confiance à une conversation chez mes parents pour ne pas évoluer en territoire d'embuscade. Ils sont arrivés ensemble. Maman et papa, Rachel et Mike. Tout le monde avait l'air fatigué. Les yeux de maman étaient bouffis. Papa semblait avoir vieilli de 5 ans en une semaine. La mâchoire de Rachel était fixée dans cette expression têtue qu'elle avait héritée de notre père. Nous avons commandé du café. Personne n'a touché aux pâtisseries que j'avais commandées pour la table. Où étais-tu? A demandé maman, sa voix petite. J'ai loué un chalet dans les Adirondacks, ai-je dit. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Tu aurais pu nous le dire, a dit papa. Tu aurais pu envoyer un texto disant que tu allais bien. J'aurais pu, ai-je convenu. Mais j'avais besoin d'une coupure nette. J'avais besoin de me déconnecter totalement de la dynamique familiale qui ne fonctionnait plus pour moi. Rachel s'est moquée. Dynamique familiale? Nous ne sommes pas une sorte d'expérience psychologique, Calista. Non, ai-je répondu calmement. Nous sommes une famille où une personne est censée se sacrifier constamment, tandis que tous les autres prennent librement. Sais-tu combien de fois tu m'as demandé de l'aide l'année dernière? Rachel, ai-je continué.
Tu m'as demandé de faire du babysitting 41 fois. J'ai dit oui à 39 d'entre elles, même quand j'étais épuisé ou que j'avais des projets. Combien de fois as-tu proposé de m'aider pour quoi que ce soit? Elle a bougé inconfortablement. Tu n'as jamais besoin de rien. J'avais besoin de ne pas cuisiner le dîner de Noël pour 18 personnes. J'ai dit non clairement et fermement. Et au lieu d'accepter cette limite, tu as frappé la table si fort que tu as cassé mon verre de vin. J'étais frustré, a-t-elle riposté. Tu étais pleine de prétentions. Il y a une différence. Maman a tendu la main à travers la table vers moi. Chérie, nous voulons juste récupérer notre famille. Je ne suis pas parti, maman. Je suis juste ici. Mais la version de moi qui se martyrise pour la commodité de tout le monde est partie. Cette version de Calista était en train de s'épuiser, et aucun de vous ne l'a remarqué parce que c'était plus facile de ne pas le voir. Ce n'est pas juste, a interjeté papa. Nous apprécions tout ce que tu fais. La reconnaissance, ce serait de ne pas me demander de le faire en premier lieu, ai-je dit. La reconnaissance, ce serait d'engager un traiteur quand maman a besoin d'une pause, au lieu de s'attendre automatiquement à ce que je prenne la relève. La reconnaissance, ce serait que Rachel respecte mes limites la première fois que je les pose. La table est tombée dans le silence. Mike s'est raclé la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense que Calista a un point. Rachel lui a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Je n'essaie de punir personne, ai-je continué. J'essaie d'établir une relation plus saine avec vous tous. Cela signifie que je vais dire non parfois, et vous allez devoir accepter cela. Cela signifie que mon temps et mon énergie ont de la valeur, tout comme les vôtres. Cela signifie que je ne suis pas la solution par défaut à chaque problème ou inconvénient. Alors qu'est-ce que tu veux de nous? A demandé Rachel froidement. Je veux du respect, ai-je dit. Je veux que vous entendiez un non sans transformer cela en crise. Je veux que maman et papa arrêtent d'utiliser la culpabilité comme outil de manipulation. Je veux que vous considériez mes besoins égaux aux vôtres, au lieu de supposer que je suis toujours disponible. Maman a commencé à pleurer. Je n'ai jamais voulu te donner l'impression d'être utilisé. Je sais que tu ne l'as pas voulu, ai-je dit doucement. Mais l'impact compte plus que l'intention. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus. C'était inconfortable. Rachel est restée sur la défensive pendant la majeure partie de la conversation, insistant sur le fait que je surréagissais. Papa a lutté pour accepter que sa philosophie de la famille d'abord avait été instrumentalisée pour supprimer mes limites. Maman pleurait doucement, semblant comprendre sincèrement, mais se sentant aussi attaquée. Mais nous avons parlé, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. À la fin, nous avions établi quelques règles de base. J'aiderais quand je le pourrais vraiment, pas quand on l'attendait de moi, quelle que soit ma capacité. Ils demanderaient, n'exigeraient pas. Ils accepteraient le non comme une phrase complète. Nous essaierions la thérapie familiale si les choses devenaient difficiles à nouveau. Rachel a accepté avec une réticence visible. Bien, a-t-elle dit, mais ne t'attends pas à ce que j'accours quand tu auras finalement besoin de quelque chose. Je ne m'y attends pas, ai-je répondu honnêtement. J'ai appris à gérer les choses par moi-même. Cela a semblé la surprendre plus que toute autre chose que j'avais dite. Nous nous sommes séparés avec des étreintes maladroites et des promesses de rester en contact. J'ai conduit chez moi en me sentant plus légère, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas la présence jusqu'à ce que je le pose. Les quelques semaines suivantes ont testé les nouvelles limites. Maman a appelé pour demander si je pouvais l'aider à organiser ses placards. J'ai dit non et j'ai suggéré qu'elle engage un organisateur professionnel. Elle a été blessée, mais elle l'a accepté. Papa voulait que je m'occupe de ses impôts comme je l'avais fait pendant des années. Je lui ai donné le nom de mon comptable et j'ai proposé de partager les frais. Il a grommelé, mais a pris rendez-vous. Rachel a été la plus difficile. Elle testait les limites, demandant constamment des faveurs et agissant ensuite comme si elle était blessée quand je refusais. Mais je suis resté ferme. Mike est devenu, de manière surprenante, un allié. Il a commencé à refuser des choses au nom de Rachel, la forçant à résoudre ses propres problèmes ou à demander de l'aide différemment. Puis-je t'embaucher pour garder les enfants samedi prochain, au lieu de supposer simplement que tu es libre? M'a texté Rachel en février. C'était un petit changement, mais il comptait.
Se racle la gorge. Quel est ton tarif? Ai-je répondu. Tarif? Je plaisante. Oui, je suis libre ce jour-là et je serais heureuse d'aider. La différence entre être demandé respectueusement et être tenu de se conformer changeait tout. J'ai découvert que j'appréciais réellement passer du temps avec ma famille quand c'était mon choix, plutôt que mon obligation. En mars, nous étions tombés dans un nouveau rythme. Je dînais avec mes parents une fois par semaine, à mes conditions. Parfois chez eux, parfois chez moi, parfois au restaurant. Rachel et moi avons commencé à nous voir pour prendre un café, juste toutes les deux, reconstruisant une relation qui, jusque-là, était basée sur ses besoins plutôt que sur le respect mutuel. Le chalet est devenu ma tradition annuelle. Chaque Noël, je réservais une semaine seule, déconnecté du monde, me reconnectant avec moi-même. Ma famille n'aimait pas ça, mais ils le comprenaient maintenant. Ils avaient appris que me pousser ne me rapprochait pas. Cela m'éloignait. Le Noël dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Rachel m'a appelé le 20 décembre, sa voix hésitante. Je sais que tu vas à ton chalet le 25, a-t-elle commencé, et je respecte ça, mais je me demandais si peut-être, possiblement, on pourrait faire un petit dîner le 23 à la place. Juste la famille. Je cuisinerai. J'ai souri au téléphone. Rachel, est-ce que tu me demandes si je suis disponible, au lieu de supposer que je le suis? Oui, a-t-elle dit doucement. Je demande. Oui, ai-je dit. J'adorerais venir dîner. Le dîner fut simple. La cuisine de Rachel était médiocre au mieux, et personne ne s'attendait à ce que je répare quoi que ce soit ou que je prenne la relève. Nous avons échangé des cadeaux modestes. Nous avons ri. Nous sommes partis à une heure raisonnable. 2 jours plus tard, j'ai conduit vers le nord jusqu'à mon chalet avec le cœur léger. J'ai passé le jour de Noël à lire près du feu, à me cuisiner un repas, et à penser à tout le chemin parcouru. Le point de rupture avait été nécessaire. Ce moment où le verre de vin s'est brisé, où j'avais été poussé juste assez loin pour finalement repousser, m'avait sauvé. Cela avait été terrifiant, douloureux, et absolument essentiel. Certaines personnes pourraient penser que j'ai surréagi, que disparaître pendant une semaine était dramatique ou cruel. Mais parfois, il faut faire quelque chose de dramatique pour montrer aux gens qu'on est sérieux. Parfois, il faut être cruel envers soi-même à court terme, s'extraire de la toxicité, pour être bienveillant envers soi-même à long terme. Je ne regrettais pas d'être parti cette veille de Noël. Je ne regrettais pas la panique que j'avais causée ou les limites que j'avais imposées. Je regrettais les années passées avant cela à me diminuer pour faire de la place aux attentes de tous les autres. Maintenant, assise dans mon chalet pour mon 3e Noël solo annuel, regardant la neige tomber par la fenêtre avec un bon livre et un meilleur vin, je comprenais ce que signifiait vraiment prendre soin de soi. Ce n'était pas des bains moussants et des masques pour le visage. C'était dire non quand il le fallait. C'était se choisir soi-même, même si cela décevait les autres. C'était comprendre qu'on ne peut pas verser à partir d'une coupe vide, et que donner constamment jusqu'à n'avoir plus rien n'était pas noble. C'était de l'autodestruction. Ma famille était plus saine grâce à cela aussi. Même s'ils ne l'admettraient jamais, ils avaient appris à résoudre leurs propres problèmes. Ils avaient découvert qu'ils étaient plus capables qu'ils ne le pensaient. Et nos relations, bien que différentes, étaient plus authentiques maintenant. J'ai levé mon verre de vin vers la pièce vide, une tradition que j'avais maintenue chaque réveillon du Nouvel An depuis ce premier. Bonne année, Calista, ai-je dit à voix haute, en souriant. Merci de t'être enfin fait passer en premier. Dehors, la neige continuait de tomber, paisible et sans fin. À l'intérieur, le feu crépitait chaleureusement, et j'étais exactement là où j'avais besoin d'être, complète et satisfaite dans ma propre compagnie. La leçon que j'ai apprise cette veille de Noël était simple, mais profonde, vous apprenez aux gens comment vous traiter. Pendant 34 ans, j'avais appris à ma famille que mes limites étaient négociables, que mon temps était gratuit, et que mes besoins étaient secondaires. Il a fallu briser un verre de vin et disparaître dans les bois pendant une semaine pour leur apprendre différemment. Mais la leçon la plus dure, celle que j'apprenais encore, était que se choisir soi-même n'était pas égoïste. C'était de la survie. Et parfois, la survie ressemblait à s'éloigner en voiture des gens qu'on aime, trouver un chalet dans les bois, et se reconstruire dans les espaces calmes qu'ils ne vous ont jamais laissé avoir. Je ne changerai rien à tout cela. La panique que j'ai causée, les limites que j'ai fixées,
La solitude annuelle que je chéris maintenant. Tout cela était nécessaire. Tout cela m'a amené ici, à cet endroit de paix. Et ce parquet taché de vin chez ma mère. Elle a fini par faire partir les taches, mais j'aime penser qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais présentes.